transmission historique, mode de transmission et facteurs de risque, principaux germes en cause. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler un petit peu des généralités sur l'hygiène hospitalière et quels sont les différents problèmes, les facteurs de risque, la prévention, etc. Alors, l'hôpital. L'hôpital, normalement, est un établissement où on est censé avoir des soins. On est censé être traité. Seulement, au niveau de cet hôpital, il arrive parfois qu'on contracte des infections. Et ces infections sont liées aux soins qui nous ont été prodigués par les médecins. Alors, le problème de ces infections, c'est que ces infections ne sont pas anodines, puisqu'elles peuvent entraîner des complications et elles peuvent aboutir parfois jusqu'à la mort du patient, le décès du patient. Alors, qu'est-ce que l'infection associée aux soins ? Eh bien, d'après la définition, l'infection associée aux soins, c'est une infection qu'on acquiert après 48 heures d'hospitalisation. Ça veut dire qu'un patient qui est admis dans un service, au bout de 48 heures, s'il présente la fièvre, s'il présente des signes infectieux, on peut dire que cette infection, il l'a attrapée à l'hôpital et c'est à la suite de soins qu'il a attrapé cette infection. Donc, on parlait avant d'infection nosocomiale par rapport à la structure hospitalière, etc. Mais après 2007, on s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'il y a un soin, il y a un risque d'infection. Ça veut dire que cette infection, on ne l'attrape pas uniquement à l'hôpital, mais on peut l'attraper dans n'importe quelle structure où on a eu des soins. C'est pour cela que le terme nosocomial a été remplacé par le terme infection associée aux soins. Alors, ces infections, on a dit que pour les infections en général, on parle d'infection nosocomiale ou infection associée aux soins après 48 heures d'hospitalisation. Mais pour tout ce qui est chirurgie, l'intervention chirurgicale, on est obligé de surveiller le patient jusqu'à 30 jours. Parce que 30 jours après l'intervention, il peut faire une infection associée aux soins. Et ce délai de 48 heures qui passe à 30 jours dans une chirurgie, par exemple générale, il peut aller jusqu'à 1 an lorsqu'on place un implant dans l'organisme de ce patient. Donc, un patient chez qui on place un implant, que ce soit un implant oculaire, que ce soit un implant orthopédique, que ce soit un implant dentaire, nous sommes dans l'obligation de le surveiller pendant 1 année. Ça n'est que une infection est étiquetée comme une infection associée aux soins. Donc, il y a tout ce qui est assurance qui tourne autour et qui est prise en charge. Alors, les infections, disons, les plus fréquentes, ce sont les infections urinaires, les infections, les pneumonies, les infections de plaies opératoires et les infections sur cathéter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pourcentages ne sont pas valables partout. Les pourcentages, si vous voulez, les taux d'infection varient d'un service à un autre, d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Donc, quel est l'intérêt d'avoir ces pourcentages, cette surveillance? C'est pour se surveiller soi-même. Ça veut dire qu'un service qui fait de la surveillance, il peut voir, en telle année, j'avais un taux, par exemple, de 15%, l'année d'après, il faut que ce taux change, il faut qu'il tombe, par exemple, à 10%, etc. Donc, la surveillance, l'étude de la fréquence, c'est pas tant pour se comparer aux autres, mais pour se comparer à soi-même, vu que on ne peut pas comparer les services entre eux, vu que les services sont différents, les malades sont différents, les médecins sont différents, etc. Donc, il faut avoir cette surveillance et il faut suivre régulièrement son taux de prévention, d'infection pour pouvoir apporter des améliorations au fur et à mesure.
Pourquoi la surveillance est importante également? Parce que dans une stratégie de lutte contre les infections nosocomiales ou infections associées aux soins, le fait d'avoir ces taux va vous permettre de tracer un plan d'action. Ça veut dire que si dans mon service, mon problème, un service de réanimation, mon problème c'est les infections, c'est les pneumonies nosocomiales ou les pneumonies associées aux soins, à ce moment-là, je vais tout faire pour améliorer la prévention de ces infections. Donc vous voyez que le fait d'étudier et de faire de la surveillance et d'avoir une idée sur la fréquence est important pour travailler et pour améliorer, si vous voulez, la prévention des infections. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les infections coûtent très cher à la société. Parce qu'un malade qui rentre pour, par exemple, une petite intervention, supposons une appendicite, l'appendicite, ça demande 2 jours, 3 jours d'hospitalisation. Mais si les mesures de prévention n'ont pas été prises, si les mesures standards d'hygiène n'ont pas été prises, ce patient peut faire une péritonite, par exemple. Et la péritonite, c'est autre chose. C'est une reprise chirurgicale, c'est des soins, c'est des antibiotiques, c'est faire travailler le personnel médical, paramédical. Donc vous voyez que le patient, de 3 jours, il peut passer jusqu'à 20 jours, 3 semaines. Et les jours excédents, ce sont des jours en plus qui coûtent. Donc plus le taux d'infection dans un service ou dans un hôpital est important, et plus la médecine, les soins dans ce service ou dans cet hôpital coûtent cher à la société. Alors, donc le coût élevé, la durée d'hospitalisation plus longue, les soins médicaux nécessaires, les traitements antibiotiques comme je l'ai dit, et puis il ne faut pas oublier l'absentéisme du patient. Si un patient devait s'absenter par exemple 3-4 jours pour se faire opérer, il se retrouve avec une infection, obligé de rester 3 semaines à l'hôpital, eh bien ça fait 3 semaines de plus et 3 semaines d'absence de son milieu de travail. Et bien sûr, cette infection n'est pas anodine puisqu'elle peut se compliquer et amener jusqu'au décès. Si c'est par exemple une intervention chirurgicale, un malade de réanimation ou autre. Donc, la lutte contre les infections associées aux soins doit être une priorité de tout programme de santé d'un pays. Il faut absolument que notre pays se rende compte que les infections associées aux soins nous coûtent très très cher, alors que la prévention coûte nettement moins cher quand on voit sur le long terme. C'est vrai que quand on fait de la prévention, on a l'impression que ça coûte cher, il faut acheter du matériel, il faut acheter du jetable, etc. Mais en fait, dans le long terme, on est gagnant à 100%. Alors, l'infection nosocomiale ou l'infection associée aux soins, elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à un déséquilibre entre les soins prodigués aux patients et l'état du patient. Alors, l'état, c'est défense immunitaire. Ça peut être un malade qui rentre à l'hôpital, il peut être diabétique, il peut être immunodéprimé, donc il a des moyens de défense qui sont amoindris. Et vous savez que maintenant, la médecine est de plus en plus agressive. On fait des gestes invasifs, et ces gestes invasifs, s'ils ne sont pas entourés de toutes les précautions nécessaires, peuvent aboutir à des infections associées aux soins. Alors, quels sont les agents microbiens qui sont à l'origine de ces infections associées aux soins? Eh bien, on peut avoir toutes sortes d'agents. On peut avoir les moins importants, c'est par exemple, bien que maintenant, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est par exemple, je voulais parler des candidats, des levures. Et maintenant, avec l'état du patient qui est de plus en plus immunodéprimé, les infections, et je suis sûre que dans vos laboratoires, vous avez dû constater l'augmentation des infections à candidats. Vous avez aussi les champignons aspergillus, etc. Ce sont des agents qui sont à l'origine d'infections généralement pulmonaires, et l'aspergillus est normalement un agent qui n'est pas pathogène, disons, chez un sujet compétent, immunocompétent. Par contre, il peut entraîner des situations dramatiques chez un sujet qui est immunodéprimé.
Et généralement, ce sont les patients qui sont dans les services d'oncologie, dans les services d'hématologie, etc. Alors, ils attrapent ces infections comment? C'est lorsqu'il y a des travaux, pas loin, dans le service, dans l'hôpital, dans l'environnement, et vous avez ces spores d'Aspergillus qui se mettent, qui sont mises en suspension et qui peuvent contaminer donc l'air ambiant du patient, qui fait par la suite une pneumonie aspergillaire. Ensuite, vous avez les virus. Les virus, eh bien, les virus, ils sont nombreux maintenant. Vous avez le VIH qui est connu, donc le virus de la jambe du sida, les hépatites. Et ces virus sont généralement associés à une contamination par le sang. C'est ce qu'on appelle les accidents par exposition au sang. Pourquoi? Parce que ces virus sont retrouvés essentiellement dans le sang. D'où l'intérêt de la prévention autour du soin et autour de tout ce qui est liquide, biologique, sang, etc. Vous avez par exemple les virus comme la grippe. La grippe aussi peut être une infection associée aux soins. Si vous avez un soignant qui est grippé et qui rentre dans le service, il peut contaminer les patients. Si vous avez un patient, vous admettez un patient qui est grippé, il peut aussi contaminer tout l'environnement. Les virus VRS, ce sont des virus respiratoires aussi, qui peuvent entraîner des infections respiratoires, essentiellement en pédiatrie. Et enfin, le gros de ces agents microbiens, bien entendu, ce sont les bactéries. Et les bactéries se distinguent aujourd'hui par leur résistance aux antibiotiques. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que les bactéries, ce sont des agents microbiens extrêmement intelligents. À chaque fois qu'on leur oppose une molécule d'antibiotique, en un temps record, ils développent des mécanismes de résistance, ce qui rend le traitement de ces infections associées aux soins et infections dues à des bactéries multirésistantes extrêmement difficile. Alors, ces bactéries, vous voyez un petit peu l'anatomie, si vous voulez, de la bactérie. Alors, cette bactérie, elle a un ADN. Dans cet ADN, on peut avoir, par rapport aux résistances, des mutations, une mutation directement sur le chromosome. On peut avoir des intégrons. Les intégrants, ce sont des petits bouts, des petits morceaux d'ADN qui peuvent sauter du chromosome vers le plasmide. Et vous avez également le plasmide qui peut contenir aussi des séquences de résistance de plusieurs antibiotiques. Alors la différence entre la résistance chromosomique, où vous avez résistance généralement à un antibiotique, et vous avez la plus dangereuse, la résistance plasmidique, plasmide qui peut porter plusieurs résistances à 4-5 molécules d'antibiotiques. Et enfin, vous avez l'intégron qui est un bout d'ADN qui peut sauter du plasmide vers le chromosome et vice-versa. Donc vous voyez que, je disais tout à l'heure que la bactérie est intelligente, la bactérie, elle a tout ça, elle a un arsenal enzymatique et différents mécanismes qui font qu'elle arrive toujours à résister aux différentes molécules qu'on introduit pour la détruire. Alors, parmi les bactéries, donc vous avez les plus fréquents, vous avez les coccidram positifs. Les coccidram positifs, vous avez le Staphylococcus aureus qui a son tissu de prédilection, c'est la peau, donc il donne des infections cutanées. Vous avez également les streptocoques qui étaient à l'origine de la fièvre puerpérale qui tuait au XVIIIe siècle, qui tuait les femmes qui venaient d'accoucher, et elles faisaient des septicémies et elles en mouraient. Enfin, vous avez le pneumocoque qui peut être aussi à l'origine de pneumonie. Les bacilles gram-négatifs, ce sont les plus importants et ce sont les plus dangereux parce qu'ils ont développé des résistances très importantes. Alors, parmi ces bacilles gram-négatifs, vous avez les entérobactéries. Parmi ces entérobactéries, vous avez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, vous avez les protéus. Et il faut savoir que Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli ont développé ces dernières années des résistances et maintenant elles peuvent devenir résistantes à tous les antibiotiques. Absolument tous les antibiotiques, même les imipénèmes. Et vous avez entendu parler des carbapénémases et de la dernière épidémie qui a démarré de toutes les bêta-lactamines de l'antibiotique. De toutes les bêta-lactamines. Voilà.
Donc, à côté de ces entérobactéries, alors le danger, je voulais juste ajouter une chose, le danger de ces entérobactéries qui sont devenues de plus en plus résistantes. Les entérobactéries, on les porte en nous. Les entérobactéries, elles sont dans notre intestin. Donc, la contamination, elle est nettement plus facile et nettement plus dangereuse, puisque la diffusion, elle peut se faire très facilement par le biais des mains. Ensuite, vous avez les bactéries non fermentaires, telles que Pseudomonas aeruginosa et la Cyanidobacter. Ce sont des bactéries de l'environnement hospitalier par excellence. Et là, le Pseudomonas, la Cyanidobacter, vous allez le retrouver dans des services où il y a un manque d'hygiène. Quand il y a un manque d'hygiène, eh bien, les Pseudomonas, les Acinetobacter vont se diffuser allègrement dans le service. Enfin, il ne faut pas oublier les anaérobies également. Les anaérobies, ce sont des bactéries qui ont cette capacité de pouvoir sporuler. Ça veut dire que quand l'environnement est agressif, elles peuvent résister en sporulant, et là, en sporulant, elles deviennent résistantes aux antiseptiques, aux désinfectants, etc. D'où l'intérêt de la prévention. Par exemple, vous avez le Clostridium difficile, qui est très souvent, si vous voulez, l'anaérobie le plus fréquemment retrouvé chez les patients qui ont pris des antibiotiques, en pédiatrie. Eh bien, quand le Clostridium pénètre dans un service, après c'est très difficile de l'éliminer à cause de cette résistance, à cause de sa forme de sporulation. Les mycobactéries, il ne faut pas les négliger non plus. Les mycobactéries, c'est Mycobacterium tuberculosis, et il faut savoir qu'on peut attraper une tuberculose associée aux soins dans un service où les précautions, les mesures universelles ne sont pas respectées. On suppose par exemple un patient qui est cracheur de BK et qui se retrouve dans un service à côté d'un patient qui a été hospitalisé pour autre chose qu'un problème infectieux, exemple un pneumothorax, une bronchite, etc. Eh bien ce patient, si on ne prend pas les précautions nécessaires, ce patient peut transmettre son bacille tuberculeux à son voisin, et puis quelques mois après, ce patient va revenir avec une tuberculose, mais si on n'a pas revu un petit peu le dossier de ce patient, on ne fera pas le lien entre cette tuberculose qu'il a acquise à l'hôpital et une tuberculose communautaire. Alors le problème, c'est que, et il faut savoir que Mycobacterium tuberculosis aussi est de plus en plus résistant, et donc parfois ça devient dramatique de traiter une tuberculose à bactéries multirésistante. Les mycobactéries atypiques aussi peuvent être à l'origine d'infections associées aux soins. Et il y a quelques années, il y a eu tout un scandale dans un hôpital français où il y a eu une intervention chirurgicale et toute une série de patients ont fait des infections associées aux soins, donc post-chirurgicales, à Mycobacterium xenopi.